Le 28 mars 1941, un drame maritime se déroule au large du cap Matapan. Alors que le croiseur italien Zara s'avance dans l'obscurité, anxieux de ne pas avoir de nouvelles de son navire amiral, le Paula. Ce silence est rapidement rompu lorsqu'apparaissent les cuirassés britanniques Warspite, Valiant et Barham, qui ouvrent le feu sans prévenir, réduisant le Zara à un amas de ferraille en feu. Cet épisode marquant constitue l'un des désastres les plus humiliants de la marine italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, un événement qui illustre la dégringolade d'une armée sur le plan technologique et stratégique face à la puissance britannique. Le contexte de cette défaite s'enracine dans les ambitions impérialistes de Mussolini, dont le rêve de renouer avec la grandeur de l'Empire romain l'incite à s'impliquer dans la guerre, malgré les avertissements sur l'impréparation militaire de l'Italie. En juin 1940, alors que l'Europe est en proie à la guerre éclair de l'Allemagne, Mussolini observe l'effondrement des puissances européennes et constate un besoin désespéré de jouer un rôle sur la scène mondiale. Contre l'avis de ses généraux et de l'Église, qui pressent à la prudence, Mussolini choisit de déclarer la guerre à la France et à la Grande-Bretagne, convaincu que l'issue du conflit sera rapide et favorable. Ces raisons s'appuient sur un sentiment d'humiliation depuis la Première Guerre mondiale, où l'Italie avait espéré des gains territoriaux qui ne se sont jamais matérialisés. De plus, fasciné par l'ascension d'Hitler, il désire absolument que l'Italie ne soit pas exclue des négociations qui suivront la guerre. Le 10 juin 1940, il prononce un discours incitant à la mobilisation, insistant sur l'importance de l'Italie dans la guerre à venir, et ce faisant, il engage son pays sur un chemin de destruction et de pertes humaines significatives. Ainsi, l'entrée en guerre de Mussolini marque non seulement un tournant pour l'Italie, mais également le début d'une série de désastres militaires, culminant avec l'attaque sur le croiseur Zara, emblématique de l'écrasante défaite de la Regia Marina face à la Royal Navy. La Regia Marina, la marine italienne de 1940, est présentée comme une force impressionnante, mise en place par le régime fasciste grâce à d'importants investissements depuis les années 1930. Cette flotte se compose de cuirassés modernes, tels que le Littorio et le Vittorio Veneto, qui se distinguent par leur puissance de feu et leur vitesse. Les croiseurs lourds et légers, ainsi que les destroyers et sous-marins, complètent en cette image d'une marine redoutable, capable de rivaliser avec les puissances navales contemporaines. Cependant, plusieurs faiblesses critiques sont identifiées, cachées derrière cette façade impressionnante. D'abord, l'absence de porte-avions constitue un handicap stratégique majeur. L'Italie, ayant misé sur l'aviation terrestre pour la couverture aérienne, se rendra compte trop tard que cela ne peut rivaliser avec la flexibilité et l'impact immédiat qu'offre un porte-avions. Ensuite, l'absence de radar met les navires italiens à la merci de l'ennemi, leur laissant une vulnérabilité majeure, surtout la nuit ou dans des conditions de visibilité réduite. De plus, des failles dans la cryptographie italienne permettent aux Britanniques de déchiffrer les communications en mer, rendant ainsi les plans italiens prévisibles et leurs mouvements stratégiques démasqués. Une autre faiblesse réside dans la dépendance italienne à l'égard des exportations de pétrole, rendant la marine vulnérable en temps de guerre lorsque les voies d'approvisionnement deviennent plus dangereuses et les engagements en mer. Enfin, le manque de coordination entre la Regia Marina et la Regia Aeronautica entrave l'efficacité des opérations navales, laissant les navires sans le soutien aérien nécessaire lors des batailles cruciales. Dans l'ensemble, bien que la Regia Marina soit modernisée et bien équipée sur le papier, l'absence de technologie avancée, la mauvaise coordination et des ressources limitées nuisent gravement à sa capacité opérationnelle, transformant ce qui pourrait être une force redoutée en une flotte vulnérable et inefficace dans un conflit moderne. Cette analyse souligne l'importance de l'intégration technologique, de l'entraînement adéquat et de la coordination interarmée dans le contexte de la guerre navale. La Royal Navy, face à la Regia Marina, est la marine de guerre la plus expérimentée et puissante du monde, malgré des défis en 1940. Dominante en mer, elle est confrontée à la menace des U-Boots allemands qui s'attaquent aux convois vitaux pour la Grande-Bretagne dans la bataille de l'Atlantique. En conséquence, la Royal Navy
redirige une partie significative de ses ressources vers l'Atlantique, reléguant la Méditerranée à un statut secondaire, utilisant des navires plus anciens et des unités de seconde ligne pour y opérer. Cependant, seconde ligne ne signifie pas incompétence. La marine britannique bénéficie d'une richesse d'expérience issue de siècles de tradition maritime. Les officiers britanniques, formés à l'étude des batailles historiques et des tactiques navales, font preuve d'une discipline et d'un moral élevé. Leur avantage stratégique réside également dans le renseignement fourni par Bletchley Park, leur permettant de connaître à l'avance les mouvements ennemis. Cela transforme la nature de la guerre navale, leur permettant de planifier des embuscades et de choisir le moment et le lieu du combat. À la tête de la flotte méditerranéenne se trouve l'amiral Sir Andrew Browne Cunningham, un homme au parcours exceptionnel ayant rejoint la Royal Navy en 1897. À 57 ans, il est à l'apogée de sa carrière et connaît bien la région méditerranéenne ainsi que la psychologie italienne, lui permettant de tirer parti des points faibles de ses adversaires. Face aux ambitions de Mussolini, la Royal Navy, armée d'expérience, de technologie et d'un leadership déterminé, s'apprête à défendre le territoire britannique face à la formidable Regia Marina dans un affrontement inévitable. Dans les mois précédant la bataille du Cap Matapan, la Regia Marina italienne subit plusieurs humiliations, plongeant le pays dans une crise militaire et politique. En novembre 1940, une attaque surprise des biplans torpilleurs Swordfish britanniques sur la base navale de Tarente provoque la destruction de 3 cuirassés, portant un coup psychologique dévastateur à la marine italienne. Ces événements suscitent la colère de Mussolini et un doute croissant de la part des Allemands sur la compétence italienne. Conséquences qui s'étendront même jusqu'à l'armée impériale japonaise et l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Parallèlement, l'invasion italienne de la Grèce, lancée en octobre 1940, s'enlise dans un fiasco, les forces grecques infligeant des défaites à une armée italienne mal préparée. Les affrontements en Afrique du Nord s'avèrent tout aussi catastrophiques, avec l'opération Compass britannique qui anéantit une armée italienne bien plus nombreuse. La situation désastreuse force Mussolini à solliciter l'aide d'Hitler, renforçant le mépris du Führer envers son allié, tout en retardant l'invasion prévue de l'Union soviétique. En mars 1941, alors que l'Italie accuse ses pertes humiliantes, Mussolini, désespéré, cherche désespérément à inverser le cours des événements à travers une nouvelle opération, appelée Opération Godot, afin de redorer l'image de son pays sur la scène mondiale. Cette perspective de victoire est cruciale pour prouver aux Allemands qu'Italie est toujours un allié précieux, tout en réparant les dégâts infligés à la Regia Marina. Les répercussions de l'incompétence italienne, durant cette période, posent la question de son impact sur l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avec des événements ayant lieu à l'époque, marquant les prémices d'une série de désastres militaires pour le régime de Mussolini. Mars 1941, l'état-major italien conçoit l'opération Godot dans le but d'intercepter les convois britanniques qui approvisionnent la Grèce, devenue un allié stratégique depuis l'invasion allemande des Balkans. L'objectif est de couper ces lignes de ravitaillement essentielles, soutenant ainsi l'offensive allemande dans la région. Bien que le plan semble solide sur le papier, il repose sur des informations erronées concernant l'état de la flotte britannique qui, à ce moment, est en réalité prête au combat. L'intelligence italienne, soutenue par des reconnaissances aériennes de la Luftwaffe, est convaincue que plusieurs cuirassés britanniques sont en réparation, offrant ainsi une opportunité de frappe. Ce plan est approuvé par Mussolini. Mais les Britanniques, grâce à l'efficacité des cryptanalystes de Bletchley Park, sont au courant de l'opération italienne et de ses détails opérationnels. L'amiral Cunningham, conscient de la situation, se prépare non pas pour une bataille ouverte, mais pour une embuscade stratégique. Il met en place une diversion en jouant au golf, confirmant ainsi aux espions italiens qu'il ne comporte aucune menace. Pendant ce temps, la flotte britannique sort silencieusement du port, prête à s'engager dans l'action. La flotte italienne, commandée par l'amiral Angelo Iachino, est composée de navires en nombre et armement impressionnants, avec le cuirassé Vittorio Veneto à sa tête. Malgré ses doutes sur la couverture aérienne promise, Iachino suit les ordres de Rome, poussant en avant avec une résolution mêlée d'inquiétude.
Alors que les Italiens avancent vers la Crète dans une mer calme, ils ignorent que chaque mouvement est surveillé et déchiffré par les Britanniques. En revanche, la flotte britannique reste en silence radio, préparée à frapper au moment opportun. Une confrontation imminente se profile, avec le piège des Britanniques presque entièrement en place, ignorant jusqu'à quel point la Regia Marina est véritablement en danger. Le 28 mars 1941, un hydravion italien décolle pour repérer la présence de navires britanniques au sud de la Crète. À 7h20, il signale la découverte de 4 croiseurs et 4 destroyers britanniques, ce qui excite les officiers italiens, car cela correspond à la cible de l'opération Godot. L'amiral Iachino, conscient des risques d'une flotte britannique potentiellement plus importante, ordonne à ses croiseurs de reconnaissance de s'approcher tout en restant prudents. À 7h55, le croiseur lourd Trento repère les navires britanniques, dirigés par le vice-amiral Pridham Whipple. Les Italiens, équipés de canons de 203 mm, ont un avantage théorique, et Iachino ordonne le feu à 8h12, déclenchant une intense fusillade. Malgré le tir de plus de 400 obus, les résultats sont décevants, car les obus perforants, conçus pour les cuirassés, manquent leur cible contre des croiseurs légers. Les Britanniques, se sachant supérieurs en vitesse, se replient tactiquement tout en tirant parti des zigzags. À 9h01, Iachino s'inquiète de la poursuite prolongée, qui consomme des ressources, et ordonne l'entrée en scène de son cuirassé, le Vittorio Veneto, à 10h55. Ce dernier, avec ses puissants canons de 389 mm, modifie la dynamique de l'engagement, mais malgré un bombardement intensif, les résultats restent décevants, avec des coups peu efficaces contre les croiseurs britanniques. Iachino devient de plus en plus frustré, ignorant qu'il vient de tomber dans un piège britannique conçu pour l'attirer plus au sud-est. L'attaque aérienne sur la flotte italienne constitue un tournant crucial dans l'affrontement naval de la Seconde Guerre mondiale. À 11h27, un message alarmant parvient au Vittorio Veneto, signalant l'approche d'avions ennemis. Des vigies ont repéré des biplans torpilleurs britanniques, les Ferré Albacore, lancés depuis le porte-avions HMS Formidable, dont la présence était inconnue des Italiens. À 11h30, les avions deviennent visibles, plongeant sur la flotte italienne. Les canons anti-aériens italiens, de 90 mm, 37 mm 20, ouvrent le feu tandis que les Albacore s'approchent, défiant le barrage de feu. Malgré la violence des tirs, certains Albacore réussissent à lancer leurs torpilles. À bord du Vittorio Veneto, le commandement s'efforce d'éviter les torpilles, manœuvrant habilement malgré la difficulté associée à la taille du cuirassé. Bien que certains avions soient abattus par le feu anti-aérien, la mission des Albacore est jugée réussie, car elle a complètement désorganisé la formation italienne et a révélé la puissance maritime britannique, qui pourrait inclure des cuirassés. L'amiral Iachino, réalisant qu'il est confronté à une flotte supérieure, se retrouve dans un dilemme entre les exigences militaires et la pression politique, se demandant comment se retirer sans combattre. La situation se complique avec des rapports de reconnaissance confirmant la présence de cuirassés britanniques au sud. Face à cela, à 12h20, Iachino donne l'ordre de se retirer vers Tarente, mais la flotte britannique ne compte pas les laisser s'échapper si facilement. Cette attaque non seulement incrimine la faiblesse de la coordination italienne, mais souligne aussi le changement de rapport de force en mer Méditerranée. Le 28 mars, une intense course-poursuite maritime oppose les forces britanniques aux Italiens, qui naviguent à grande vitesse vers le nord-ouest. Les Britanniques, à bord de vieux cuirassés tels que le Warspite, le Valiant et le Barham, peinent à rattraper les navires italiens, plus modernes. Conscient que la nuit pourrait leur permettre de s'échapper, l'amiral Cunningham décide d'ordonner une seconde attaque aérienne à 15h09, lançant tous les avions du HMS Formidable pour ralentir les Italiens. À 15h20, les avions britanniques, de type Albacore et Ferré Swordfish, pénètrent à nouveau dans le ciel, sous un feu intensifié des artilleurs italiens. Malgré les lourdes pertes parmi ces appareils, un Albacore réussit à atteindre son objectif. À 15h19, le pilote, bien que touché par la défense antiaérienne, lâche sa torpille à 1000 mètres du cuirassé Vittorio Veneto. L'explosion qui s'ensuit est désastreuse. La torpille frappe la coque, entraînant une brèche massive qui provoque l'inondation de plusieurs compartiments et plonge le navire dans le chaos.
En dépit de la situation périlleuse, l'équipage italien réagit avec courage. Les portes étanches sont rapidement fermées et les pompes sont mises en marche pour évacuer l'eau. Pendant ce temps, les autres navires italiens forment un périmètre de protection autour du Vittorio Veneto. À 16h42, après de vains efforts, les machines redémarrent, permettant au navire, bien qu'endommagé, de reprendre lentement sa route vers Tarente à une vitesse de 19 nœuds. Ce moment marque un regain d'espoir pour l'équipage, même si la bataille n'est pas encore gagnée. La troisième attaque, durant la bataille en Méditerranée, a lieu à 19h36, marquée par l'apparition d'une nouvelle vague d'avions britanniques, composée d'Albacore et de Swordfish. Face à cette menace, les navires italiens, épuisés par des heures de combat, mettent en œuvre une tactique innovante sous les ordres d'Iachino. Ils forment 3 colonnes et utilisent des rideaux de fumée pour désorienter les pilotes britanniques, une manœuvre permettant d'éviter plusieurs torpilles. Cependant, une torpille atteint le croiseur lourd Paula à 19h40, destroying sa salle des machines et le rendant immobile. Iachino, face à un dilemme éthique, décide d'envoyer les croiseurs Zara et Fiume en secours au Paula, une décision honorable, mais tactiquement désastreuse, qui les isole du reste de la flotte. À 22h, la nuit est complète. Les marins italiens sur le Zara et le Fiume naviguent dans une obscurité totale, utilisant leurs instruments pour trouver le Paula, tandis que les membres de l'équipage du Paula, immobilisés, attendent leur secours. Ignorant que leurs mouvements sont scrutés grâce au radar britannique par l'amiral Cunningham sur le HMS Warspite, les navires italiens progressent sans savoir qu'ils sont traqués. À 22h15, Cunningham, conscient de la position exacte des navires italiens, donne l'ordre de changer de cap pour intercepter le Zara et le Fiume. À 22h25, les cuirassés britanniques se rapprochent à une distance de 3500 mètres, une portée extrêmement proche pour les canons de 390 mm. Les artilleurs britanniques, en position depuis des heures, se préparent à tirer. Finalement, Cunningham donne l'ordre d'ouvrir le feu, marquant le début d'une phase décisive de l'engagement naval, où l'avantage technologique du radar britannique se transforme en exécution létale. L'engagement nocturne entre les cuirassés britanniques et les croiseurs italiens, se produisant à 22h28, s'ouvre sur une salve dévastatrice des 24 canons de 384 mm, provoquant une explosion de lumière à la surface de la mer. Les obus, pesant chacun plus de 800 kg et se déplaçant à une vitesse supérieure à 700 mètres par seconde, frappent des cibles maritimes avec une précision mortelle. Les croiseurs italiens, le Zara et le Fiume, sont rapidement pris au piège et subissent des dommages catastrophiques dès les premières minutes. Le Zara est touché par au moins 5 obus, qui pulvérisent son blindage et conduisent à une destruction interne dévastatrice, tandis que le commandant, le capitaine de vaisseau Luigi Corsi, et la plupart des officiers meurent instantanément. Le Fiume subit également d'importants dégâts, sa superstructure étant anéantie par des frappes d'obus, générant des incendies et des pertes humaines massives. Les Britanniques, après cette salve initiale, continuent à tirer sans relâche, répandant le chaos et la destruction pendant 10 minutes, pendant lesquelles les croiseurs italiens ne parviennent qu'à des ripostes peu efficaces en raison de leur désavantage technologique monumental. À 22h38, le Fiume sombre, emportant la majorité de son équipage. Seulement moins de 300 des 800 marins survivront. Le Zara, quant à lui, tarde à sa fin, mais à 22h50, il commence également à couler, forçant son second à ordonner l'abandon du navire. Pendant que des hommes blessés sautent dans les eaux glacées, les destroyers italiens, notamment le Vittorio Alfieri et le Giosuè Carducci, tentent en vain de secourir leur navire ou de lancer une contre-attaque. Ils sont rapidement repérés et détruits par les cuirassés britanniques, qui continuent à infliger des pertes écrasantes. À l'issue de cette brève mais intense confrontation, la Regia Marina a perdu 3 croiseurs lourds et 2 destroyers en moins de 30 minutes, avec un bilan de plus de 2300 hommes victimes, témoignant d'un désastre militaire d'une ampleur tragique. Le croiseur italien Paula, ayant subi des attaques, se retrouve immobilisé et dérivant en mer, sans communication et avec la totalité de son équipage dans l'incertitude. Alors que le navire est entouré par l'obscurité, des silhouettes de destroyers britanniques apparaissent, provoquant une anxiété croissante chez l'équipage.
Le capitaine, Giuseppe Corsi, confronté à une décision désespérée, ordonne l'évacuation du navire. Les hommes abandonnent le Pola, sombrant dans l'eau glacée. Alors que les destroyers britanniques s'approchent prudemment, incertains des capacités du Pola à se défendre. À 23h30, une équipe britannique inspecte le Pola, le trouvant presque déserté, et récupère des documents importants avant de placer des charges explosives sur le navire. À 00h03, le Pola explose et coule, marquant la fin d'une nuit tragique pour la marine italienne. Dans l'eau, des dizaines de rescapés s'accrochent aux débris, en proie à des blessures et à l'épuisement. Le commandant britannique, l'amiral Cunningham, conscient des dangers pour sa flotte, donne l'ordre de secourir autant de naufragés que possible, malgré la victoire obtenue. Les opérations de sauvetage commencent, permettant de récupérer 905 marins italiens, apportant un soupçon d'humanité dans ce cauchemar. Cependant, les missions doivent s'arrêter à 03h30 lorsque le lever du jour approchait, mettant en danger les sauveteurs. Cunningham, conscient qu'il reste des hommes dans l'eau, communique leur position aux Italiens avant de se retirer. À l'aube, les avions italiens arrivent pour secourir les rescapés restants, sauvant 160 hommes supplémentaires. Malheureusement, près de 1200 marins périssent durant cette nuit tragique, faisant écho à l'horreur de la guerre. Giovanni Bianchi, un des rescapés, témoigne de l'expérience inoubliable et du sens de la solidarité inattendue dans cette situation. La guerre et ses conséquences soulèvent des questions sur l'humanité et la compréhension au-delà du conflit. Le bilan de la bataille du Cap Matapan, survenue le 29 mars 1941, illustre une défaite navale catastrophique pour l'Italie. En cette nuit tragique, la marine italienne perd 3 croiseurs lourds, Zara, Fiume, Pola et 2 destroyers, Vittorio Alfieri, Giosuè Carducci, un cuirassé, Vittorio Veneto, gravement endommagé, et au total, près de 40 000 tonnes de navires de guerre disparaissent. Les pertes humaines sont tout aussi désastreuses, avec 2303 marins italiens tués, laissant derrière eux des familles endeuillées. En revanche, les Britanniques ont perdu un seul appareil lors de l'attaque, illustrant un déséquilibre stratégique frappant. L'échec illustre la supériorité technologique et stratégique des Britanniques. Possédant un radar, des porte-avions et des capacités de renseignement, tandis que les Italiens manquent de moyens essentiels. La Regia Marina, éprouvée par cette défaite, subit un profond traumatisme psychologique. Bien que la flotte semble encore en existence sur le papier, la stratégie adoptée par la suite, surnommée Fleet in Being, consiste à rester au port pour éviter d'engager des confrontations inutiles, alimentant ainsi la peur et la paralysie. Cet événement impacte également la campagne en Afrique du Nord, où l'incapacité de la Regia Marina à protéger les routages de ravitaillement se traduit par des pertes matérielles pour les forces de Rommel, contribuant à la défaite de l'Axe. Au sein même de la marine italienne, des tensions éclatent concernant la responsabilité des pertes, où certains pointent du doigt le commandement et la mauvaise préparation du pays pour la guerre. Pour Mussolini, Matapan est une humiliation publique. Son rêve de renforcer le prestige de l'Italie et de s'affirmer comme un partenaire équitable des Allemands est gravement compromis. Malgré la propagande tentant de masquer ce désastre, la réalité des pertes humaines imprègne le moral national. Hitler, déjà sceptique sur les capacités militaires italiennes, voit ses doutes confirmés, ce qui détériore les relations italo-allemandes et promeut un traitement condescendant des forces italiennes. Matapan marque un tournant dans l'opinion publique, exacerbant le scepticisme envers Mussolini et le fascisme, et érodant la foi dans la capacité de l'Italie à mener la guerre. Cette perte de confiance culminera avec la destitution de Mussolini en 1943, le changement de camp de l'Italie pour rejoindre les Alliés et sa capture ultérieure, soulignant le rôle critique que Matapan a joué dans l'effondrement du régime fasciste. L'impact stratégique de la bataille de Matapan en 1941 a des répercussions importantes sur le contrôle de la Méditerranée, qui après cet affrontement est sous domination britannique. Avant Matapan, la question de la suprématie maritime entre les Britanniques et l'Axe était ouverte. Mais la victoire britannique clarifie la situation. Bien que les forces de l'Axe, notamment les sous-marins italiens et allemands, continuent de menacer les convois alliés, la Royal Navy
établit une dominance claire en matière de puissance navale de surface. Cette dominance stratégique permet aux Britanniques de ravitailler l'île de Malte, un point névralgique pour les opérations contre l'Axe, y compris les bombardements sur les convois depuis Malte et le suivi des navires italiens par les sous-marins britanniques. La prise de Malte serait une victoire significative pour l'Axe, mais la menace de la Royal Navy dissuade des tentatives d'invasion. De plus, la domination britannique garantit le maintien des lignes de ravitaillement cruciales vers l'Égypte et le Moyen-Orient, permettant ainsi une absence de nécessité de faire le tour de l'Afrique, ce qui compliquerait le soutien des armées britanniques. Les conséquences de Matapan vont au-delà du contrôle maritime. Elles préparent également les invasions alliées futures, comme celle de la Sicile en 1943, en rendant possible les débarquements massifs en territoire ennemi. Ainsi, la bataille eut un rôle déterminant dans l'orientation des opérations militaires en Méditerranée durant le conflit. Du point de vue des historiens militaires, Matapan représente une révolution dans la guerre navale. Pour la première fois, l'utilisation du radar a un impact significatif, permettant aux Britanniques de détecter les navires ennemis et de dominer le combat nocturne, bouleversant ainsi la dynamique traditionnelle de ces batailles souvent chaotiques. La victoire britannique à Matapan souligne également la valeur du renseignement, permettant des préparations tactiques basées sur l'interception de codes ennemis et la capacité de lancer des attaques stratégiques. De plus, l'importance de l'aviation navale est mise en lumière. Bien que les porte-avions britanniques ne coulent pas directement les navires ennemis, ils améliorent la reconnaissance et perturbent les manœuvres de l'ennemi. L'absence de porte-avions parmi les forces italiennes est un handicap signifiant, illustrant un changement d'ère d'une domination des cuirassés vers le pouvoir aérien. Les survivants de la bataille, tant britanniques qu'italiens, portent des traumas psychologiques durables. Des récits poignants illustrent l'impact émotionnel de la bataille, révélant une souffrance persistante chez ceux qui ont observé les conséquences de cette nuit tragique. Les réflexions d'un survivant italien, incapable de manger du poisson en raison des souvenirs de son passé, ou d'un artilleur britannique, ébranlé par la vision des victimes, montrent que la guerre ne laissera pas seulement des marques sur le terrain, mais également dans l'esprit de ses participants. Ces témoignages complètent le tableau d'une bataille qui fut, en termes stratégiques et humains, bien plus qu'un simple affrontement naval. L'amiral Iachino. Un homme brisé. L'amiral Angelo Iachino survivra à Matapan. Il ramènera le Vittorio Veneto endommagé à Tarent. Il continuera à commander la flotte italienne jusqu'en 1943. Mais Matapan le brisera psychologiquement. Dans ses rapports après la bataille, il insistera sur le fait que son escadre était mal informée, mal soutenue par l'aviation, et qu'elle a affronté un ennemi disposant d'un avantage technologique écrasant. Tout cela est vrai. Mais il portera aussi le poids de la décision qui a condamné le Zara et le Fiume, l'ordre de faire demi-tour pour secourir le Pola. Avec le recul, c'était une erreur tactique. Il aurait dû abandonner le Pola et sauver le reste de la flotte, mais pouvait-il vraiment prendre cette décision? Abandonner 700 hommes à leur sort? Laisser un navire entier sans même tenter un sauvetage? Ce dilemme, honneur versus pragmatisme tactique, tourmentera Iachino pour le reste de sa vie. Après la guerre, il écrira ses mémoires. Des pages entières seront consacrées à Matapan, analysant chaque décision, chaque ordre, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment. Dans un passage particulièrement poignant, il écrira « Chaque année, le 28 mars, je pense aux hommes du Zara, du Fiume, du Pola. Je pense aux 2300 qui ne sont jamais rentrés. Je me demande combien seraient encore vivants si j'avais pris des décisions différentes. Cette question me suivra jusqu'à ma tombe. » Iachino mourra en 1976, à l'âge de 93 ans. Sur son lit de mort, ses derniers mots, rapportés par sa fille, furent « Dites aux Zara, dites-leur que je suis désolé. » La mémoire collective de la bataille de Matapan en 1941 est complexe en Italie et au Royaume-Uni. En Italie, Matapan est perçu comme une défaite humiliante. Un rappel des échecs militaires italiens durant la Seconde Guerre mondiale. Un moment difficile à intégrer dans une nation cherchant à comprendre le fascisme et ses conséquences. Pourtant, elle est également honorée pour le courage des marins italiens, qui, malgré l'infériorité technologique, ont combattu vaillamment. La cérémonie annuelle organisée à Rome,
le 28 mars, en hommage aux soldats tombés, témoigne de cette dualité. En revanche, au Royaume-Uni, Matapan est célébré comme une victoire, mais n'atteint pas une place prépondérante dans la mémoire nationale, overshadowed par des batailles plus marquantes. Les historiens britanniques voient Matapan comme un cas d'école, sur l'impact décisif de la technologie et du renseignement, illustrant comment une supériorité technologique peut conduire à un massacre unilatéral, rendant la bataille plus comme une exécution que comme un affrontement honorable. La bataille elle-même a révélé les réalités brutales de la guerre moderne, où la technologie et l'information priment sur le courage et la stratégie. Mussolini, cherchant à restaurer la grandeur romaine, a envoyé des milliers d'hommes à une mort inutile, trahissant l'illusoire rêve impérial. La Regia Marina, potentiellement redoutable, était en fait affaiblie par de graves insuffisances, notamment l'absence de porte-avions, de radars et de coordination. Les marins italiens se sont battus vaillamment, mais leur courage n'a pas suffi face à un ennemi mieux préparé. Les pertes de Matapan, 2303 hommes, ne sont pas attribuables à l'incapacité des soldats, mais plutôt à des dirigeants qui méprisaient la guerre moderne. Leur sacrifice tragique souligne une leçon essentielle. Les guerres motivées par la vanité et l'ego des dictateurs conduisent invariablement à la mort, à l'inutilité et à la tragédie collective. Le 29 mars 1941, la Méditerranée a effacé les traces d'une bataille navale tragique, alors que les épaves italiennes reposent à des centaines de mètres de profondeur, symbolisant la perte d'hommes et d'histoire. Cette nuit-là, la bataille de Matapan a révélé des leçons critiques sur la guerre moderne. L'importance de la technologie et du renseignement au-delà du simple courage. Les souvenirs des familles italiennes, qui conservent des photos de marins disparus, témoignent d'une douleur persistante et d'une mémoire collective marquée par les dangers du nationalisme et de l'impréparation militaire, bien que Matapan ne soit pas la bataille navale la plus déterminante de la Seconde Guerre mondiale. Sa signification réside dans la défaite écrasante qu'elle a représentée, illustrant comment tout pouvait mal tourner ce soir-là. Les histoires de soldats, comme celle de Giuseppe Corsi et de son frère Luigi, mènent à réfléchir sur des vies perdues dans un conflit dénué de sens pour des raisons souvent attribuées à la vanité et à l'ambition. Aujourd'hui, le site de Matapan, paisible et touristique, dissimule sous ses eaux tranquilles les vestiges du carnage d'autrefois, avec peu de mémoire publique, pour honorer ceux qui y sont tombés. La plaque commémorative érigée par des vétérans italiens évoque un devoir accompli, soulignant que ces hommes ont agi selon leur compréhension de leur rôle, sans adulation ou justification des actions de guerre. La question qui reste est celle de l'apprentissage de ces leçons tragiques. L'histoire est remplie d'exemples, où des guerres sont déclenchées par des dirigeants surconfiants et où des technologies inégales produisent des combats déséquilibrés et meurtriers. Ainsi, bien que le souvenir de Matapan serve d'avertissement, le scepticisme demeure quant à notre capacité d'apprendre des erreurs du passé. Peut-être cet héritage est-il une invitation à se souvenir des sacrifices des 2300 marins et à espérer qu'un jour, la reconnaissance de leurs sacrifices pourra mener à une prise de conscience collective, incitant les générations futures à dire non à de nouvelles guerres inutiles. En 2001, 60 ans après la bataille de Matapan, un groupe de vétérans italiens âgés a effectué un voyage au cap Matapan, marquant probablement leur dernière visite sur les lieux de leur ancien combat. Parmi eux se trouvait Giovanni Bianchi, un matelot de 82 ans du Zara, qui retournait pour la première fois à l'endroit où son navire avait été coulé. Lors de cette visite, un journaliste a décrit le petit bateau sur lequel les vétérans étaient transportés, s'arrêtant au-dessus du site de l'épave. Les conditions étaient sereines, avec une mer calme et un ciel ensoleillé. Ensemble, les vétérans ont rendu hommage en jetant des couronnes de fleurs dans l'eau et en priant. Certains émus aux larmes. Bianchi s'est approché du bord du bateau, a contemplé l'eau et a sorti une vieille photo en noir et blanc de l'équipage du Zara, souriant avant la guerre. Ému, il a embrassé la photo avant de la laisser tomber dans l'eau, murmurant « Je vous ai ramené à la maison, les gars ». La photo a dérivé un instant à la surface avant de s'enfoncer, rejoignant ainsi les âmes des hommes perdus depuis longtemps. Giovanni Bianchi est décédé en 2004,
emportant avec lui les derniers témoignages vivants de cette tragédie de mars 1941 qui avait coûté la vie à 2303 hommes. Bien que ces vétérans ne soient plus là, l'histoire et les leçons de la bataille demeurent. Ce moment rappelle les réalités cruelles et le coût humain de la guerre, tout en soulignant l'importance de la mémoire collective, des sacrifices et du respect envers ceux qui ont perdu la vie au nom des illusions d'un dictateur. La méditation de cette nuit de Matapan reste un appel à se souvenir et à honorer ceux qui reposent